Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une critique en avant-première de The Outer Worlds qui arrivera vendredi le 25 octobre. Je remercie Obsidian pour un petit code qui m'a permis de le tester depuis maintenant plus de 10 jours pour pouvoir vous livrer cette très énorme critique. À mon avis, ça va être assez long parce que là, je viens de terminer mon test écrit sur Presse Citron. J'ai plus de 4500 mots. Je crois que c'est la critique la plus longue que j'ai faite à ce jour. Mais preuve en est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur The Outer Worlds. Si tu suis la chaîne, tu sais que c'est un jeu que j'attends particulièrement depuis son annonce lors des Games Awards l'année dernière, tout simplement parce que c'est Obsidian, un studio que j'aime beaucoup, et c'est par Tim Kaine et par Leonard Boyarsky, si je dis pas de bêtises, qui sont les créateurs de la série Fallout, Fallout que je suis énormément fan. Donc Obsidian qui sont réputés pour avoir créé le meilleur Fallout à ce jour avec New Vegas en 2010, donc qui était édité par Bethesda. C'était une collaboration puisque d'habitude les Fallout sont édité et développé par Bethesda, là c'était avec Obsidian, et bah il est considéré comme le meilleur Fallout, c'est mon préféré. Donc quand ils annoncent un nouveau jeu, une nouvelle licence avec les créateurs de Fallout et que tu vois que ça ressemble à du Fallout mais que c'est pas en mode post-apo mais dans l'espace pour un passionné comme moi qui est fan d'astronomie, c'est complètement dingue. Donc je l'attendais énormément et il arrive enfin. Donc lors de mon aperçu lors de l'E3, si ça t'intéresse tu peux retrouver ici, j'avais déjà été bien hypé, je l'avais classé deuxième de mes top 5 des jeux de l'E3. Moi il m'avait vraiment plu, bon, derrière Cyberpunk, et du coup j'attendais impatiemment sa sortie et ça y est, il est là. Donc The Outer Worlds, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, donc c'est un RPG, un jeu de rôle. Très clairement, pour aller vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est Fallout mais en version RPG dans l'espace et non en post-apo. Le même gameplay, le même interface, le même HUD, les mêmes mécaniques, c'est du Fallout. Du coup, ceux qui sont allergiques à Fallout, passez votre chemin parce que ça va être la même chose mais avec un autre skin. C'est comme si tu avais modé Fallout mais que tu changes le skin. Ceux qui n'aiment pas Fallout parce que c'est du post-apo, alors essayez, parce que là par contre on n'est pas dans du post-apo. Et ceux par contre qui sont fans de RPG et fans de Fallout, foncez parce que je viens de me prendre la claque. Après CTR, c'est mon coup de cœur de cette année 2019. Rendez-vous en fin d'année comme l'année dernière pour mon top 10 des jeux qui m'auront marqué. Mais en tout cas, The Outer Worlds est très bien parti. Donc, pour situer très clairement le jeu, cela se passe donc dans un futur assez lointain, mais dans un futur parallèle, on va dire. C'est à partir de 1901. Donc il y a plusieurs années derrière. Par contre, les équipes ont imaginé un futur qui dérive. Par exemple, en septembre 1901, le président William Kinley, donc le président américain, s'est fait assassiner lors d'un meeting à Buffalo par Léon Coxlove, un truc comme ça, c'est un peu bizarre. Et du coup, lorsqu'il est mort, c'est Theodore Roosevelt qui a pris la présidence. Et les équipes d'Obsidian ont tout simplement imaginé qu'est-ce qui serait passé si ce président Kinley ne s'était pas fait abattre. Et du coup, en fait, c'est toutes les grosses entreprises, les grosses corporations qui vont prendre le pouvoir et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, à tel point qu'ils vont décider d'aller coloniser les planètes du système solaire et d'aller encore plus loin. Forcément, avec cette colonisation, on va découvrir de nouvelles méthodes de voyager. On va connaître le voyage dans l'espace, l'hyperespace, le voyage de la lumière, etc. Et du coup, en fait, tout va se dérouler comme ça. Et toutes les grosses entreprises, c'est comme si aujourd'hui, par exemple, Amazon, Apple, Google, etc. prenaient le pouvoir. Et en fait, ils vont créer le conseil et ils vont tout simplement régner sur la galaxie. C'est eux qui vont tout décider. Et en fait, l'histoire débute lorsqu'un bateau, enfin un vaisseau de colons, donc d'une colonie de colons, va entrer en hyperespace pour voyager aux confins de la galaxie et qui va se perdre. Ils vont se retrouver un peu perdus au milieu de nulle part. Et c'est là que notre personnage se réveille. Parce que lorsque tu fais un voyage dans l'espace avec la vitesse lumière, etc., tous les membres de l'équipage sont cryogénisés pendant une durée déterminée et ils se réveillent une fois que le voyage est terminé. Là, ça se passe mal et en fait, tu es le premier à te réveiller et tu fais face au docteur Wells, qui est un dangereux criminel qui est recherché avec plusieurs chaînes d'incubation pour beaucoup de crimes. Il est considéré comme un terroriste et ce dernier t'indique que finalement toutes les méga corporations en fait c'est un complot. Ils sont en train d'oppresser la galaxie qui dictent leurs propres lois et on va enquêter sur ces corporations pour soit les faire tomber, soit les rallier, parce qu'on est dans un jeu à la Fallout, c'est-à-dire que vous allez avoir d'innombrables choix et vos choix vont avoir des conséquences sur votre histoire, l'histoire de vos personnages, de vos compagnons, des PNJ et du jeu. En fait, il y aura plusieurs fins. Donc voilà,
Globalement, j'ai bien aimé ce scénario. Moi, c'est des scénarios que j'aime bien. Alors, c'est pas aussi profond qu'un Uncharted, The Last of Us, qu'un jeu narratif, qu'un Detroit Become Human, parce qu'on reste dans du RPG, il y a une multitude de quêtes secondaires. Il y a peut-être plus de quêtes secondaires que de quêtes principales, mais moi, j'aime bien. Je ne vais pas développer cette partie-là, d'une, pour pas spoiler, et deux, parce que tout ce qui est l'attrait des scénarios, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que moi je l'ai bien aimé, peut-être qu'il y en a qui vont l'adorer et d'autres qui vont la détester. C'est hyper subjectif, donc je ne peux pas vraiment dire ce que j'en pense. C'est comme The Last of Us, pour moi c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé. Et ça je l'accepte parce que c'est des goûts, et les goûts et les couleurs on ne peut pas les contrôler, et chacun est propre. Donc ça sert à rien de développer là-dessus, si ce n'est que moi j'ai bien aimé, j'ai posé la base, voilà ce qui se passe, c'est un peu la merde dans la galaxie, on va essayer de comprendre le vrai et le faux et se rallier à la cause ou non, voilà ce qui va se passer. À côté de ça, comme tout bon RPG, vous allez avoir plein de petites quêtes secondaires qui des fois seront totalement inutiles, des quêtes un peu à la FedEx où tu vas devoir faire 20 allers-retours et c'est bien chiant, et des quêtes qui vont être plutôt intéressantes, plutôt sympas, qui vont t'en apprendre sur l'histoire, ou tout simplement qui n'ont rien à voir, qui servent a priori strictement à rien, mais qui sont drôles, qui feront rire. Donc voilà, on est clairement dans ça. Lorsque tu commences, eh ben, tu vas devoir créer ton personnage, comme dans tout bon RPG. Donc là, tu vas pouvoir choisir un homme, une femme, ta couleur de peau, tes sourcils, ton nez, ton menton, enfin c'est assez détaillé, plus qu'un Fallout, donc c'est plutôt sympa. Après moi, tout ce qui est création de personnage, j'y connais strictement rien, je suis vraiment pas doué pour faire ça, donc je vais à l'essentiel, j'ai pas plus développé que ça. Mais voilà, par exemple, je crois qu'il y a une quarantaine de visages, il y a une cinquantaine de coupes de cheveux, tu peux vraiment pas choisir tes sourcils, mais un peu la hauteur, etc. Bon, c'est assez détaillé, on n'est pas dans les sites non plus, mais c'est plutôt détaillé, c'est plutôt sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu disposes dans The Outer Worlds d'un arbre de compétences, comme dans tous les RPG et comme dans Fallout. Cependant, là où dans Fallout on a une cinquantaine de compétences et que tu sais même pas lesquelles upgrader tellement qu'il y en a, et tu te dis mais ça j'en aurai besoin, mais ça aussi, ça aussi, ça aussi, dans The Outer Worlds ils ont tout rassemblé, c'est à dire que tu as 7 compétences. Tu as le corps à corps, tu as la distance, tu as la défense, le dialogue, la furtivité, la technologie et le leadership. Et chaque compétence dispose de plusieurs attributs. Par exemple, dans la distance, ça va être les armes pour tirer à distance. Dans le dialogue, tu vas avoir la persuasion, le mensonge, tu vas avoir dans la furtivité, tu vas avoir tout ce qui est crochetage, piratage, etc. Et du coup, lorsque tu montes d'un niveau et que tu vas augmenter dialogue, et c'est toutes les aptitudes du dialogue qui vont augmenter. D'un côté c'est un peu plus simple parce que du coup tu vas pouvoir augmenter toutes tes compétences plus rapidement, mais perso moi je trouve ça mieux que dans Fallout où tu en avais pratiquement une centaine je crois, ouais, il y en avait 100 dans Fallout 4 et tu ne savais même pas, c'était pratiquement impossible de toutes les monter, c'était vraiment une galère. Tu vas également disposer d'avantages, donc ils sont au nombre de 42 divisés en 3 paliers, donc il y en a 14 par palier, et là en fait c'est des avantages que tu débloqueras tous les 2 niveaux. Donc, dès que tu monteras 2 niveaux, voilà, niveau 1 t'en débloques, niveau 3, niveau 5, etc. Et ces avantages c'est des choses qui vont t'avantager, bien vu, hein. Par exemple la possibilité de pouvoir voyager rapidement même quand tu es en surcharge et que tu as trop de choses dans ton sac. Par exemple lorsque ton compagnon va tuer un adversaire, tu vas gagner un double bonus, etc. C'est des avantages qui vont t'aider au cours de l'aventure. Ça c'est nouveau et je trouve ça plutôt sympa, enfin nouveau. Pour ce qui est des RPG à la Fallout, The Outer World est une nouvelle licence, forcément que c'est pas nouveau. Tu vas avoir le tempérament de ton personnage, ça c'est très important parce que ça va considérablement évoluer au cours de l'aventure. Par exemple, si tu es quelqu'un adepte de l'alcool, que tu vas beaucoup boire juste parce que tu veux rigoler, tu dis ah, je bois, c'est marrant, tu vas prendre beaucoup de médicaments, tu peux développer une dépendance et être dépendant à l'alcool et aux médicaments tout au long de ton aventure qui vont baisser tes statistiques dans certains domaines. Par exemple, moi en fait, il y avait un objet qui te permettait de pouvoir te cacher et faire de l'infiltration. Malheureusement, je me suis fait choper 2 fois d'affilée et mon personnage a développé une certaine paranoïa qui fait que maintenant, tout au long de mon jeu, en fait, j'ai été parano, donc je perdais des points de don. Je les perds qu'une fois, mais par exemple, j'avais moins 3 en discrétion, moins 3 en crochetage, etc. Donc par exemple, si j'avais monté ma compétence, j'étais à 50, et ben en fait, j'étais à 47. Si je passais à 60, je restais à 57. J'avais toujours moins 3 en parano et ça me suit tout au long de l'aventure. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux refuser, mais si tu acceptes, tu as des points de compétence en plus. Donc, on va faire le dilemme. Moi, personnellement, j'ai pas tout fait parce que quand tu te fais beaucoup attaquer par les armes à feu, tu peux être vulnérable encore plus au feu, etc. C'est vraiment un peu galère. Donc voilà, mais c'est un bon système. Tu as également un système de réputation, donc attention, ce n'est pas du karma, le karma n'y est pas, c'est à dire que tu peux tuer, voler, mentir, être fourbe avec tout le monde, ton karma n'en sera pas entaché. Cependant,
avec toutes les colonies que tu vas rencontrer, tu vas avoir une réputation, bonne ou mauvaise, parfois bonne et mauvaise. Et en fait, donc si tu as une bonne réputation, tu vas avoir des avantages comme les marchandises qui seront moins chères, etc. Si tu as une mauvaise réputation, bah, tu peux aller jusqu'à te faire attaquer par les habitants qui ne t'aimeront pas beaucoup. Voilà globalement pour la création de le personnage. Ensuite, on va arriver dans les premiers pas de The Outer World. On va arriver dans les mondes extérieurs de The Outer World. Il faut savoir que contrairement à un Fallout ou la plupart des RPG, ce n'est pas un monde ouvert. Donc on n'est pas non plus dans le jeu de couloir, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un total de 8 planètes à explorer et un astroport. Et les planètes, forcément, c'est des planètes, hein. Donc ce serait beaucoup trop gros pour modéliser et pour faire un RPG. Du coup, en fait, tu vas avoir des zones à visiter sur la planète. Donc globalement, forcément, la map est plus petite que celle d'un Fallout 4 par exemple. Mais comme tu disposes d'une dizaine de maps, plus d'une dizaine de maps, parce que sur les planètes, tu as 2-3 endroits différents à visiter, bah au total, tu as beaucoup plus de lieux à visiter que dans un Fallout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu fais des zones, les zones sont peut-être plus petites qu'une map de Fallout, mais au total, il y a tellement de choses à voir que c'est beaucoup plus conséquent. La première planète qu'on va voir, c'est Terra 2, une planète, donc la Terre 2 par exemple, enfin je pense que c'est ça, donc c'est clairement la Terre. Donc on est dans la vallée d'Emerald avec la ville de Edgewater, donc là on a un panorama plutôt joli, c'est un petit coin de paradis où les seules petites choses qui peuvent nous embêter, c'est des petites bébêtes pas très violentes et les maraudeurs qui sont une bande hors la loi, c'est tout. Sinon on a de belles contrées verdoyantes, de la petite rivière, etc. On voit des planètes au loin, on se croirait dans Star Wars, c'est magnifique, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vraiment le calme avant la tempête. Parce que après, lorsque tu vas aller sur les autres planètes comme Monarch, la lune de Scylla ou Typhon, etc., tu verras que c'est pas la même limonade, comme on peut dire. Donc voilà, donc en tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est une progression assez basique, c'est-à-dire que tu vas arriver et à chaque fois, tu vas rencontrer le chef de la colonie qui va t'expliquer qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, et il va te demander un service pour faire avancer. Enfin, c'est un donnant-donnant. Tu vas lui demander un service pour ta quête principale, lui te demande un service, c'est en résolvant ce service que lui t'aidera, et en même temps il te dit si tu as un peu de temps, va voir un tel qui a besoin d'aide, et en fait c'est des colons dans la colonie qui vont avoir besoin d'aide et qui vont te donner des quêtes secondaires. C'est basique comme tous les RPG, comme tous les Fallout, jusqu'à là pas de soucis. Je conseille de prendre son temps et de faire toutes les missions secondaires, d'une pour obtenir du loot, deux pour monter son niveau, pour obtenir des compétences, etc. Parce que si tu speedrun, etc., bah, tu vas avoir moins d'argent, Loctos. Là, on finit les capsules de Fallout, là c'est de Loctos. Moi je pense, voilà, après c'est des jeux où je pense que ça ne sert à rien de les speedrunner. Au contraire, c'est des jeux aventure, exploration, RPG, c'est là l'intérêt du jeu, c'est de prendre son temps. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'y aller à fond et de faire toutes les missions secondaires, de faire tout ça pour récupérer des équipements, des armes plus importantes, pour gagner du niveau, pour gagner en réputation auprès des colonies. Donc l'ambiance du jeu est assez énorme parce que voilà, on aura différentes colonies, différentes planètes, c'est à dire que là ça commence sur Terra 2, mais j'ai parlé de Monarch, j'ai parlé de Typhon, il y a qui encore, toutes ont vraiment leur ambiance, c'est à dire que Terra 2 c'est plutôt comme je l'ai dit un peu à la Terre, verdoyant avec des petites rivières bien sympas. Quand tu vas sur Monarch, on est plutôt sur un environnement assez hostile, désertique avec beaucoup de vent. Les couleurs sont toujours très belles, etc. Mais c'est une ambiance totalement différente. La lune de Scylla, on est vraiment sur une lune, c'est très sombre, etc. Mais c'est aussi magnifique. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que ils ont réussi à créer des ambiances propres à chaque lieu. C'est-à-dire que dans Fallout, c'est génial parce que c'est le point fort principal de Fallout, son ambiance, sa musique. Ils arrivent à créer une ambiance complètement dingue. Mais globalement, tu restes dans du post-apo. Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, tu restes dans du post-apo. Même si l'ambiance est cool, ça reste globalement la même chose. Là, on n'est pas dans du post-apo. Donc déjà, l'ampleur est 2 fois plus grande. Mais en plus, quand tu changes de planète, quand tu vas dans un astrosport, c'est complètement différent. C'est des lieux, des paysages complètement différents qui fait que à chaque fois, c'est une redécouverte. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a vraiment fait trop kiffer dans le jeu. Il y a l'astroport qui est génial, c'est vraiment l'astroport à la Star Wars quoi, où il y a des bandits, des contrebandiers, des simples voyageurs, des marchands qui viennent et c'est hyper vivant, il y a une bonne ambiance, moi j'ai beaucoup aimé. Nous avons donc un univers très varié qui fait qu'on n'a pas ce sentiment de répétitivité au cours du jeu. C'est en visitant également toutes les planètes et en faisant des missions secondaires que vous allez rencontrer vos compagnons. Comme dans Fallout, vous allez avoir des compagnons. Donc là, on peut en avoir jusqu'à 6. Donc on a Ellie,
que j'ai kiffé. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Ellie, peut-être. Nous avons Félix, nous avons le Vicaire Max, nous avons Pavarazzi, nous avons Nyoka, nous avons qui encore? Je ne me rappelle plus le dernier. Et en fait, c'est au cours de votre aventure que ben voilà, vous rendez des services aux gens et ils vous proposent de vous accompagner. Libre à vous d'accepter ou de refuser, d'accepter dans un premier temps et de les virer après. Moi, j'adore ça. Ça fait un peu à la Albator, tu vois, le corsaire de l'espace où il y a, moi, je suis le capitaine. Donc mon vaisseau, c'est l'imposteur. Donc c'est un vaisseau bien badass, tu vois, qui est vraiment cool. Petit regret, on peut pas le conduire. J'aurais trop voulu qu'on puisse le piloter à la No Man's Sky entre les planètes. On ne peut pas. Du coup, on peut juste admirer les magnifiques panoramas lorsque notre vaisseau va s'amarrer près d'une planète. On a des trucs vraiment, c'est magnifique. Et du coup, voilà, je suis un peu le corsaire de l'espace avec tout mon équipage. Donc dès que je pouvais recruter, je recrutais. Et gros moment, enfin gros point positif. Lorsque tu pars, donc tout ton équipage est dans ton vaisseau. Et quand tu arrives sur une planète et que tu pars en mission, comme dans Fallout, tu peux choisir un compagnon. Tu vois, dans Fallout 4, on avait nos fameuses bases et tous nos compagnons étaient là-bas. Et bien là, ce qui est génial, c'est que tu peux aller avec 2 compagnons. Donc on est un groupe de 3. L'idéal serait de choisir 3 compagnons pour être un groupe de 4. Je sais pas, pour moi c'était plus badass. Mais bon, on va pas chipoter, c'est déjà bien que contrairement à Fallout, qu'on puisse avoir 2 compagnons. Et du coup, tu pars en exploration et tu vas découvrir que ces compagnons, contrairement à Fallout, ne sont pas inutiles. C'est pas de simples PNJ qui sont là pour faire joli. Ils vont avoir des compétences. Ils vont avoir des avantages, ils vont avoir des tempéraments et des capacités spéciales. Donc les compétences, avantages, on va dire, ça va être un peu comme nous, c'est un mix entre compétences et avantages. Ils vont augmenter leur tir, etc. Mais tu vas pouvoir aussi leur donner des avantages pour que leur santé s'améliore, pour qu'ils puissent trimballer encore plus de matériel quand toi t'es plein, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Ils ont un tempérament aussi, donc certains vont être agressifs, certains vont être plutôt défensifs, c'est à toi de choisir. Si tu veux que ton personnage reste proche de toi, éloigné de toi, si tu veux qu'il attaque au corps à corps ou au fusil à distance, voire les deux, si tu veux qu'il soit plutôt agressif, c'est-à-dire que dès que quelqu'un t'attaque, lui attaque, ou défensif, et là c'est à toi de lui donner ton ordre, c'est toi qui choisis tout. Donc voilà, les compagnons ont quand même un rôle à jouer, c'est plutôt intéressant, et ils ont les capacités spéciales. Donc si tu en as 2, flèche de gauche, tu vas activer la capacité spéciale d'un compagnon, flèche de droite, la capacité spéciale d'un deuxième compagnon. Et en fait, ça va être un coup critique. Voilà, donc par exemple, Nyoka, elle a un gros fusil, elle va vraiment faire une petite animation badass où elle jette, je sais pas quoi, une munition, tout comme ça, et d'un coup, elle mitraille tout. Félix, il est plutôt art martial, donc du coup, il va faire un peu des prises de karaté. Enfin, voilà, ils ont tous leurs petits tips, enfin leur petit coup spécial à eux, et je trouve ça plutôt sympa. C'est une nouvelle chose qui n'était pas dans Fallout, et je trouve que du coup, ça les rend un peu moins inutiles. Au niveau vraiment de l'ambiance même du jeu, tout à l'heure j'ai parlé en fait de l'ambiance des planètes, mais l'ambiance même du jeu, c'est un gros oui. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, chaque planète a son ambiance, c'est-à-dire que quand vous changez de planète, bah, ça va être complètement différent. Donc forcément, par exemple, si sur Terra 2, on a 3 lieux à visiter, bah, ce sera globalement les mêmes, ce sera du verdoyant, des rivières, parce qu'au final, on est sur la même planète. Mais il y a quand même 8 planètes différentes, enfin 8 environnements différents, 9 avec l'astroport. Donc voilà, c'est même si des fois les environnements se ressemblent sur les mêmes planètes, c'est bien différent en fonction des autres planètes du système d'Alcyon. J'ai oublié de le dire, mais c'est le système d'Alcyon, le système solaire d'Alcyon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau des musiques. Alors avant de partir des musiques, au niveau de l'ambiance et tout, le seul reproche que j'ai à faire, c'est les villes sur les mêmes planètes. Notamment par exemple sur Terra 2, on visite 2 villes et elles sont un peu semblables, similaires, tu vois. Donc là je regrette un petit peu qu'au niveau des villes en tout cas ce soit similaire sur les mêmes planètes. Attention, les villes de Terra 2 ne ressemblent pas aux villes de Monarch par exemple, mais bon, je trouve que ils auraient pu changer un peu plus. Mais bon, ça c'est un peu chipoté parce que à côté de ça, il n'y a rien à dire au niveau de la diversité du paysage. Concernant les musiques, c'est là aussi le gros point fort de Fallout, puisque à chaque fois il y a une bande sonore, que ce soit la musique, les thèmes, les mélodies ou les effets, magnifiques. Et bien là c'est pareil, vraiment la bande son fait vraiment penser à celle de Fallout 4, un peu calme, avec un peu des touches de mélodie aiguë. Enfin moi j'ai surkiffé, vraiment. Au niveau de la bande sonore pareil, donc attention, pas de VF. Donc est-ce que c'est parce que c'était une version de test, que je l'ai reçue 2-3 semaines avant sa sortie et que via un patch Day One il y aura une VF, je ne sais pas. En tout cas là, moi c'était que du version originale sous-titrée en français. Donc ça peut déplaire à certains, mais en tout cas le doublage est de grande qualité. La musique exceptionnelle et les effets sonores, que ce soit le bruit des ennemis, le bruit des armes, etc., est aussi bien réalisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de grands soucis. Au niveau du gameplay, terminer le fameux Svav.
Donc le SVAV, c'était le système de visée assistée Voltec. Tu sais, c'est que lorsque tu figeais le temps et que sur ton ennemi, tu avais plein de parties allumées avec des pourcentages qui étaient le nombre de pourcentages de chances de pouvoir faire des coups critiques, etc. Et ça, c'était possible grâce au Pip-Boy qu'on avait dans les abris. Forcément, là, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de Pip-Boy, donc il n'y a pas ça. Mais Obsidian a pensé à tout. Forcément, lorsque tu voyages dans l'espace à la vitesse de la lumière et qu'en plus tu es catapulté dans une capsule de détresse et que tu vas t'échouer sur une terre, sur une planète inconnue, tu as de la chance de t'en sortir. Mais tu as quelques petits, on va dire, effets secondaires. Et cet effet secondaire, ça s'appelle le système de dilatation temporelle tactique. Qui en gros, donc c'est avec la touche RB, tu vas, donc RB ou L1, tu vas ralentir le temps. Et tu vas pouvoir tirer sur tes ennemis. En gros, pour ceux qui ont fait GTA V, Max Payne et Red Dead Redemption 2, c'est du bullet time. Donc bullet time ou la compétence de Michael ou le Dead Eye dans Red Dead. Voilà, en fait, c'est le temps qui va se figer et tu vas pouvoir tirer. Sauf que si tu te déplaces, déjà, la jauge se vide vite, vraiment, hein, ça va très vite. Mais en plus, si tu cours, elle se vide encore plus vite. Et si la cadence de tir d'une arme est rapide, ça se vide encore plus vite. Par exemple, si tu as un revolver au coup par coup et que tu restes tactique, ta jauge elle va faire tac, pan, 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 tu vois. Si tu cours, elle va faire tac. Mais si par contre, tu as une grosse mitraillette qui tire 1000 balles à la seconde, bon bah là ça va faire, t'as même pas le temps de le voir tellement que ça va aller vite. Donc faut vraiment, quand on dit c'est tactique, l'utiliser de manière tactique, parce qu'après bah, le temps qu'elle se recharge c'est plus lent. Dans Fallout c'était un peu la planque parce que tu avais 5 paliers de SVAV, donc tu pouvais faire 5 tirs. Lorsque les 5 tirs étaient faits, tu te planquais quoi, les 2-3 secondes, tu avais déjà le premier palier, tu pouvais refaire un tir de SVAV. Là non, il faut attendre en plus une certaine durée pour pouvoir la réutiliser. Et en plus les ennemis font que se déplacer, ils essaient de vous prendre à revers. Il y a un petit gain d'intelligence au niveau de l'intelligence artificielle à ce niveau-là, mais l'IA est toujours aussi pétée, c'est-à-dire que des fois... tu vas passer juste à côté d'elle, pas te voir. Lorsque tu te fais choper en train de voler ou quoi que ce soit, même si c'est sur le vif, même si c'est sur un flagrant délit, tu vas pouvoir les bluffer très facilement. On peut pas dire que l'IA soit très intelligente, mais en tout cas au niveau du combat, eh ben, elle peut te prendre à revers, elle peut te faire passer de sales quarts d'heure. Au niveau de l'inventaire, c'est exactement comme Fallout, c'est-à-dire que bon, ben, tu stockes, tu as un poids à ne pas dépasser. Lorsque tu dépasses, eh ben, tu ne peux plus courir, donc tu rames, tu peux en donner à tes coéquipiers. Mais après voilà, si tu veux modifier tes armes, il faut un établi, tu appuies sur B, donc tu appuies sur carré sur PlayStation. Et puis voilà, je regretterais ça parce qu'au niveau du gameplay, du coup, c'est beaucoup moins. Par exemple, dans Fallout New Vegas, puisque c'est aussi développé par Obsidian, lorsqu'on devait crocheter une serrure, on avait une serrure et on avait une pince à cheveux, tu devais jouer, etc. Lorsque tu devais hacker un terminal, tu avais une ligne de code, tu devais trouver le code. C'était des petits mini-jeux que je trouvais sympas. Bah là non en fait, il suffit juste d'avoir la compétence crochetage ou hacking assez haute. De temps en temps on vous demande un ou deux accessoires pour pirater ou crocheter. Et puis voilà, il n'y a aucun mini-jeu, tu appuies juste sur B ou sur carré. Et puis voilà, donc c'est un peu moins passionnant, c'est assez inutile. Du coup des fois ça dure 3-4 secondes, donc tu es là pendant 4 secondes, tu appuies sur ton bouton et tu vois une jauge qui se remplit et après tu crochettes. Bon voilà, ça c'est une petite... c'est une petite déception que j'ai, j'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de gameplay détaillé, mais bon, c'est voilà, même au niveau des armes, en fait, tu ne vois pas la création de l'arme, tu te mets juste un établi, tu choisis les armes que tu veux combiner, assembler, tu appuies là c'est sur A, et puis voilà, c'est assemblé, c'est dommage. Au niveau de la technique, j'ai eu très peur, parce que aussi bien que j'aime Obsidian, Bethesda et les Fallout, ce ne sont pas les jeux les plus optimisés, qui sont assez buggés. Je me rappelle de New Vegas où il y avait toute une zone que tu ne pouvais carrément pas accéder parce que tu tombais à 2-3 FPS par seconde, 2-3 images par seconde, et au bout d'un moment ça crachait le jeu vraiment. Donc tu ne pouvais pas accéder à cette zone là. Et lorsque j'ai lancé le jeu, donc c'était un code sur Xbox One X, sur télé 4K, etc., conditions optimales, j'ai pas pu voir la première cinématique qui dure à peu près 5 secondes, 5 minutes. Parce que j'étais à du 4-5 images par seconde. Avec la voix désynchronisée, etc. C'était une catastrophe. J'espère que pour le patch Day One, ils vont corriger ce bug. Parce que je n'ai pas pu voir la cinématique. Du coup, j'ai très mal compris au début où je me situais, l'histoire du jeu. Parce que bah, les sous-titres n'étaient pas synchronisés avec la voix. Des fois, ça essayait de se resynchroniser. Donc les sous-titres qui partaient. Bref, c'était une misère. Je me suis dit, si ça commence comme ça dans une cinématique... Et finalement, eh ben non, parce que je n'ai pas eu de soucis, de gros soucis. Alors,
On est dans un monde ouvert, on est dans un RPG, 2-3 moments, j'ai eu un petit personnage qui a bugué par-ci par-là, mais rien de méchant. Là je réfléchis, mais j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de freeze, donc c'est le plus important. Après, un personnage qui bug sur place et tout, bon ça peut arriver dans n'importe quel jeu, et surtout que ça a été très rare, ça doit arriver 3 ou 4 fois sur une cinquantaine d'heures de jeu, donc voilà, on va pas se plaindre. Par contre, il y a beaucoup de temps de chargement. Comme dans Fallout, il y a beaucoup de temps de chargement qui sont très longs. Peut-être pas très longs, mais ils sont longs. Et du coup, il y a tellement certains temps de chargement qui, en plus d'être longs, ben, ne sont pas suffisants parce que lorsque tu arrives, pendant allez peut-être 2 secondes, toutes les textures ne sont pas affichées. Donc tu arrives dans un nouvel univers et hop, les textures apportent. Ça dure 1 ou 2 secondes, attention, hein, on n'est pas pendant 5 secondes à attendre les textures. Mais voilà, je me disais que ceux qui jouent à Fallout par exemple, sur la map, tu as des petites zones, par exemple dans Fallout 4, qui est donc la grande map, la ville de Diamond City, qui est une grande ville, et bien lorsque tu rentres dans Diamond City, tu as un temps de chargement. En fait, sur certaines maps, dans les grandes villes, tu as des temps de chargement. Et bien c'est un peu pareil ici. Lorsque tu arrives dans les régions, tout ce qui est dans les villes, tu vas avoir des temps de chargement. Quand tu as des quêtes FedEx à faire, que tu dois rentrer, sortir, et ben tu as ces temps de chargement, et c'est très très long. Donc pour rentrer dans les petits bâtiments, une petite boutique, etc., dans la ville, etc., il n'y a aucun temps de chargement. Mais lorsque tu es en dehors de la ville, que tu sors ton vaisseau, que tu rentres ton vaisseau, il y en a et ça peut être assez long. Au niveau des graphismes, c'est plutôt beau, hein, franchement, il n'y a pas... Alors, ce n'est pas le jeu le plus beau à l'heure actuelle, mais on va dire que les graphismes, on peut les diviser en 2 parties. Les graphismes vraiment dans les détails, c'est-à-dire voilà, s'il y a des déchets par terre et tout, bah, ça va être vraiment une texture un peu dégueulasse, on va dire, un peu floue, vraiment la texture au sol, donc on va dire il y a beaucoup d'herbes qui sont faites, des fleurs et tout qui bougent au rythme du vent, c'est très sympa, mais la texture en elle-même du sol, tu vois, c'est pas très joli, etc. Donc dans les détails, bon, on aurait pu avoir mieux. Cependant, c'est vraiment les textures qui sont moyennes. Cependant, dans la globalité du jeu, on a des environnements très beaux. Franchement, je vais vous illustrer mes propos, savoir si je suis le seul à avoir été bluffé par quand tu vois des grandes planètes, quand tu vois ces aurores boréales. Il y a beaucoup de planètes un peu comme, c'est comme Saturne avec ses anneaux. Mais là, tu as beaucoup de planètes avec des anneaux, donc tu vois les anneaux passer au-dessus de ta tête et tout. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est astronomie, les planètes, l'espace. Donc, je trouvais vraiment que c'était magnifique dans son ensemble. Donc, c'est pour ça que je dis que les graphismes sont beaux parce que d'un côté, je trouve que dans l'ensemble, c'est tout simplement magnifique. Mais dans les détails, c'est moyen. Donc voilà, moyen, magnifique, ça fait juste bon. À vous d'en juger ce que vous voyez dans les vidéos. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même... Voilà, il n'y a pas à se plaindre. Je sais que les Fallout, les Elder Scrolls, tous les jeux, Bethesda et aussi Obsidian avec Fallout, on leur reprochait d'être techniquement d'être un peu en retard. Là, je trouve qu'ils sont pas en retard. Ils sont bien, tu vois. Moi j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la durée de vie maintenant du jeu, tout va dépendre. Je pense que je vais mettre une grande fourchette entre 30 et 60 heures. Alors pourquoi cette grande fourchette? Parce que tout va dépendre de ta façon de jouer. C'est-à-dire que si tu décides de speedrunner, que tu arrives, que toi tu as les quêtes principales, les quêtes secondaires, tu t'en fous, bah je pense que tu vas mettre une trentaine d'heures, voire peut-être un peu moins si tu es en mode facile, etc. pour arriver jusqu'à tes fins. Par contre, si tu es comme moi et que ce genre de jeu tu kiffes totalement et que tu as envie de tout découvrir, que ce soit la petite quête secondaire, la petite quête qui sert à rien, là tu peux partir sur une soixantaine d'heures de jeu, bien 60 heures, au moins 60 heures, 50-60 heures, parce que voilà, le temps de faire toutes les quêtes secondaires, d'aller voir tous les personnages pour voir ceux qui peuvent te donner une quête ou non, de fouiller tous les lieux. Une fois que tu fouilles les lieux, pas simplement pour quand t'es en mission, pas simplement aller à l'objectif, mais fouiller tout le lieu pour qu'il n'y ait plus rien, plus aucun ennemi, plus... Ça peut te prendre beaucoup de temps, et moi en tout cas l'occurrence ça m'a pris beaucoup de temps, donc voilà, donc je pense que c'est un contenu très solide. Il y a pas mal d'armes, pas mal d'équipements, il y a beaucoup de planètes à visiter et tout, donc il y a un contenu très généreux pour ce jeu qui dispose également de plusieurs modes de difficulté. Tu vas avoir le mode histoire qui est vraiment le mode facile, le mode normal, le mode difficile et le mode un peu, je me rappelle plus son nom exact, mais ça s'apparente au mode hardcore dans Fallout New Vegas. C'est dans le seul Fallout dans lequel il est présent, c'est le mode réaliste. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges pour que ton personnage soit en forme, sinon tu perds de la vie. Il faut que tu boives pour l'hydrater, pour pas qu'il perde de la vie. Il faut qu'il dorme une fois par jour pour être en forme et pas tomber de fatigue. Lorsque tu te prends des balles, et ben en fait tu vas saigner, et au plus tu saignes, alors au plus tu attends, au plus tu perdras du temps, donc il faut tout de suite se soigner. Voilà, c'est vraiment le mode réaliste qui est difficile plus réaliste. C'est pas le mode, tu peux pas choisir un mode facile réaliste ou difficile réaliste, non, c'est par défaut difficile plus réaliste.
Donc autant te dire que c'est très chaud. Je l'ai fait une fois avec Fallout New Vegas. Là, comme je savais qu'il fallait que je rende le test à temps, je ne l'ai pas fait. J'ai mis juste le mode normal pour aller un peu plus vite. Mais c'est un sacré challenge. Voilà pour cette critique de The Outer World qui est un peu longue, mais il y avait tellement de choses à dire sur l'un de mes coups de cœur de ce jeu. Très clairement, comme je l'ai dit, tu l'as compris au fil de la critique. Si tu es fan de Fallout, fonce tout simplement, tu vas kiffer. C'est les mêmes créateurs, ils ont vraiment fait un travail formidable. Si t'es pas fan du monde du post-apo, tente, parce que ce n'est pas du post-apo. Si tu n'aimes pas du tout Fallout, ça va être compliqué. En tout cas, c'est du Fallout plus, on va dire, parce que non pas que c'est mieux, mais forcément il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses, de nouveautés, et l'univers, l'ambiance. Enfin, moi je trouve que j'aime bien le post-apo de Fallout, mais là ce côté vraiment corsaire de l'espace qui va voguer de planète en planète, enfin je trouve ça fantastique. Obsidian prouve encore une fois, voilà, ils ont été réputés pour avoir créé le meilleur jeu Fallout avec New Vegas, meilleur que les Fallout de Bethesda, c'est fort. Ils sont réputés pour avoir créé le meilleur RPG South Park avec le bâton de la vérité. Et là, ils peuvent se vanter d'avoir créé peut-être ce qui deviendra l'une, peut-être pas la meilleure, mais l'une des meilleures licences de RPG avec The Outer World. Tim Kaine et Leonard Boyarsky prouvent encore une fois que après Fallout, ils sont capables, ils ont le génie pour créer des univers et des ambiances incroyables. Et là, plus que jamais, j'attends qu'une chose, c'est déjà de repartir à l'aventure pour le finir à 100%, mais d'ores et déjà d'annoncer un The Outer World 2 et découvrir de nouvelles planètes, de nouveaux systèmes solaires, parce que vraiment, c'était un gros coup de cœur et je vous le recommande chaudement. Voilà pour cette critique, j'attends dans tes commentaires savoir si tu l'attends, forcément si tu n'y as pas joué parce qu'il arrive dans 3 jours. Il sera disponible sur PS4, Xbox One, PC le 25 octobre, Day One dans le Game Pass, donc il sera gratuit, donc tu n'as aucune excuse pour ne pas le tester si tu es sur Xbox One et que tu as le Game Pass. Et il arrivera plus tard sur Nintendo Switch et c'est pas exclu que je ne le reprenne pas sur Switch parce que y jouer partout, ça peut être vraiment super intéressant. Voilà pour cette longue critique, merci à toi de l'avoir suivi, n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite parce que dès ce week-end je serai à Paris pour la Comic Con, puis après la Paris Games Week, et après il y a novembre et décembre qui arrivent, il va y avoir plein de projets, ça va être complètement dingue. Le Grand Tour NSTG partie 2 continue tous les 3 jours, il y a le planning en description de la vidéo. On se dit à très vite, merci à toi.